Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à trébucher sur les mêmes pierres? Pourquoi, même après vous être promis que cette fois-ci serait différente, vous finissez par répéter les mêmes schémas? Peut-être s'agit-il de cette relation toxique qui se répète avec différentes personnes, ou de cette procrastination qui revient toujours quand vous devez faire face à quelque chose d'important, ou encore de cette peur qui continue de vous empêcher de poursuivre ce que vous désirez vraiment. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont nous, êtres humains, devenons experts pour éviter de confronter certaines vérités sur nous-mêmes. Que évitez-vous d'affronter aujourd'hui? Bonjour et bienvenue. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans un voyage d'introspection. Je ne promets pas de réponse facile ni de solution magique. Ce que j'offre, c'est un espace pour réfléchir à ce que vous avez peut-être passé toute votre vie à éviter. Chacun d'entre nous porte une ombre, cette partie de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, ne pas reconnaître. Comme le disait Carl Jung, ce que nous refusons nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. Et c'est précisément de cette transformation dont nous allons parler aujourd'hui. Pensez à ces moments où vous avez réalisé que vous répétiez un comportement qui vous a déjà fait souffrir dans le passé. Cette sensation de déjà-vu émotionnel, comme si vous étiez piégé dans un labyrinthe où tous les chemins mènent au même endroit. C'est une expérience profondément humaine, presque universelle. Même en sachant que cela ne nous sert plus, il y a quelque chose de magnétique dans les schémas familiers. Je vais partager une petite histoire personnelle. Il y a des années, je continuais à m'engager dans des projets où je me sentais invisible, où mes contributions étaient minimisées. Cela se produisait dans différents contextes, avec différentes personnes, mais le schéma était identique. Je blâmais les autres, les circonstances, jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait quelque chose en moi qui attirait ou permettait ces situations. Il y avait une vérité sur ma valeur personnelle que j'évitais d'affronter. Et vous? Quel schéma se répète dans votre vie avec une telle régularité qu'il ressemble davantage à un scénario qu'à une coïncidence? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de changer? La réponse se trouve, en partie, dans le fonctionnement même de votre cerveau. Notre cerveau est une machine d'efficacité. Il cherche constamment à économiser de l'énergie, créant des raccourcis et automatisant des processus. C'est pourquoi conduire une voiture devient automatique avec le temps, ou que vous pouvez vous brosser les dents sans penser au mouvement. Mais cette même efficacité crée un problème. Notre cerveau résiste fortement au changement. Chaque fois que nous essayons de faire quelque chose de différent, nos circuits neuronaux déclenchent des signaux d'alerte. Danger, territoire inconnu. Et puis, subtilement, nous sommes ramenés vers le familier. Il est fascinant de voir comment notre système nerveux privilégie la prévisibilité par-dessus presque tout, même si cette prévisibilité nous blesse. Des études montrent que, en termes neurologiques, l'incertitude active les mêmes régions cérébrales associées à la douleur physique. Littéralement, l'incertitude fait mal. Ainsi, le cerveau préfère un résultat négatif connu à un inconnu potentiellement positif. Le neurologue Antonio Damasio a démontré comment nos décisions sont profondément influencées par des marqueurs somatiques, des sensations corporelles qui nous guident sans que nous nous en rendions compte. C'est comme si notre corps connaissait déjà le chemin, avant même notre esprit conscient. Quand nous évitons d'affronter quelque chose de difficile, ce n'est pas simplement de la paresse ou de la lâcheté. C'est notre cerveau qui tente de nous protéger, de nous maintenir dans la zone de confort où tout est prévisible et sécurisé, même si cette sécurité est une illusion. Observez comment ce besoin de sécurité se manifeste dans votre vie. Peut-être évitez-vous les conversations difficiles par peur du conflit, ou reportez-vous des décisions importantes parce que l'indécision, aussi angoissante soit-elle, semble plus sûre que le risque de mal choisir. Ou peut-être remplissez-vous chaque moment avec des distractions, réseaux sociaux, travail excessif, relations superficielles, pour ne pas avoir à affronter le silence où les vérités les plus inconfortables émergent souvent. Il y a quelque chose d'étrangement confortable dans ce qui nous blesse mais que nous connaissons déjà. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Pourtant, qui n'est jamais resté dans une situation qu'il savait préjudiciable simplement parce qu'elle était familière? C'est l'un des paradoxes les plus intrigants de la psychologie humaine. Nous préférons souvent la douleur connue à l'inconfort du changement. Comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à la liberté. La responsabilité de faire des choix différents peut être écrasante. Pensez à cet emploi qui épuise votre énergie, mais que vous n'abandonnez pas par peur de l'inconnu. Ou à cette relation qui ne vous rend pas heureux, mais qui semble plus sûre que la solitude. Le paradoxe s'approfondit quand nous réalisons que souvent notre souffrance devient une partie de notre identité. Je suis la personne qui se sacrifie toujours pour les autres. Je suis celui qui n'a jamais de chance en amour.
Je suis la personne qui travaille plus que tout le monde. Ces récits, aussi douloureux soient-ils, offrent une sensation de cohérence, un sens du soi. Et les abandonner signifierait affronter la question vertigineuse. Sans cette souffrance, qui suis-je? J'ai un ami qui a passé des années à se plaindre de son travail. C'était son sujet favori à chaque rencontre. Quand il a finalement perdu son emploi, après la tristesse initiale, il a confessé quelque chose de surprenant. Il se sentait perdu sans avoir de quoi se plaindre. Cette insatisfaction était devenue une partie si fondamentale de son identité que son absence avait créé un vide déconcertant. Que évitons-nous vraiment quand nous nous accrochons à ce qui nous fait mal? Peut-être est-ce la confrontation avec notre propre capacité de choix, avec notre responsabilité pour notre propre vie. Peut-être est-il plus facile de blâmer les circonstances que d'assumer le pouvoir transformateur qui habite en chacun de nous. Il existe un concept en psychologie appelé bénéfice secondaire. C'est l'idée que des comportements apparemment autodestructeurs persistent parce qu'ils offrent des avantages cachés. La personne qui évite l'intimité n'aura jamais à faire face à la vulnérabilité de l'amour véritable. Celui qui procrastine n'aura jamais à affronter la possibilité d'échouer après avoir donné le meilleur de lui-même. Celui qui n'essaie jamais de réaliser son rêve le plus profond n'aura jamais à faire face à la possibilité de découvrir qu'il n'est pas aussi talentueux qu'il l'imaginait. Alors, je vous demande, quel est le bénéfice caché de votre schéma d'évitement? Que gagnez-vous à continuer d'éviter d'affronter ce que vous savez, au fond, qui doit être confronté? Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a dit un jour, « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Cette phrase capture parfaitement comment une grande partie de nos motivations reste cachée même à nous-mêmes. Notre inconscient est comme un immense iceberg submergé, la partie consciente ne représentant que la petite portion visible au-dessus de l'eau. Sous la surface, il y a des désirs, des peurs et des schémas formés depuis notre enfance qui continuent à diriger nos choix sans que nous nous en rendions compte. Quand nous évitons répétitivement de confronter certains aspects de notre vie, il est légitime de se demander « Qui est vraiment aux commandes de ces décisions ?» L'esprit conscient qui planifie et fait des promesses, ou l'inconscient qui sabote silencieusement nos meilleures intentions. La psychanalyse nous enseigne que ce que nous réprimons ne disparaît pas. Cela trouve simplement des moyens indirects de s'exprimer. Les schémas qui se répètent dans votre vie peuvent être des messages codés de votre inconscient, demandant à être reconnus, compris et intégrés. Il y a une belle métaphore à ce sujet. Imaginez que vous poussez une balle sous l'eau. Plus vous appliquez de force, plus la balle accumule d'énergie. Au moment où vous vous distrayez ou vous fatiguez, la balle s'échappe avec une force encore plus grande que celle utilisée pour la maintenir submergée. C'est ainsi avec nos contenus refoulés. Plus nous essayons de les nier, plus ils deviennent puissants. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, perplexe face à un comportement qu'elle-même ne comprenait pas. Dans ses relations professionnelles, elle était affirmée, confiante, ne permettant jamais qu'on dépasse ses limites. Mais dans ses relations amoureuses, elle se transformait complètement. Elle tolérait le manque de respect, l'infidélité, la négligence. Deux schémas si contradictoires chez la même personne. Ce qu'elle évitait d'affronter, nous avons découvert avec le temps, était une peur profonde d'abandon enracinée dans des expériences d'enfance. Ce qu'elle réprimait dans un contexte émergeait avec une force redoublée dans un autre. Éviter la confrontation avec ces forces garantit seulement qu'elles continueront à diriger votre vie depuis les ombres. Et le plus intéressant, c'est que souvent notre inconscient connaît déjà des vérités que notre esprit conscient n'est pas encore prêt à accepter. Il s'exprime à travers les rêves, les lapsus, les réactions physiques. Avez-vous remarqué comment votre corps réagit instantanément à certaines situations, avant même que votre esprit rationnel puisse analyser ce qui se passe? Ces tensions dans l'estomac en entrant dans certains environnements, la fatigue soudaine quand certains sujets surgissent, le soulagement inexplicable quand un engagement est annulé. Votre corps sait. Et souvent, il sait avant que votre esprit ne l'admette. Il existe une question profonde que nous posons rarement. Et si ce que nous évitons d'affronter était essentiel à qui nous sommes vraiment? Notre identité, l'histoire que nous racontons sur qui nous sommes, devient souvent une prison. Nous disons, je suis comme ça, j'ai toujours été timide, je n'ai jamais été bon en mathématiques, j'abandonne toujours les choses à mi-chemin. Et ces récits deviennent des prophéties autoréalisatrices. Quand nous évitons de confronter certains aspects de nous-mêmes, nous évitons aussi la possibilité de réécrire notre histoire, de redéfinir qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Le philosophe existentialiste Søren Kierkegaard suggérait que le vrai courage n'est pas d'être qui vous avez toujours été, mais de devenir qui vous êtes vraiment. C'est un voyage d'authenticité et reconnaître non seulement qui vous avez été, mais qui vous pouvez choisir d'être à partir de maintenant. Demandez-vous,
Quelle version de vous attend de naître, si seulement vous aviez le courage d'affronter ce que vous avez évité? Peut-être évitez-vous votre propre pouvoir. Cela semble étrange, non? Mais beaucoup d'entre nous craignent leur propre grandeur autant qu'ils craignent leur échec. Marianne Williamson a écrit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. » Je pense à tous les artistes qui ne partagent jamais leur art, aux écrivains dont les manuscrits restent cachés dans des tiroirs, aux entrepreneurs qui ne lancent jamais leurs idées dans le monde. Que évitent-ils? Souvent, la peur de l'échec n'est que la couche superficielle. Plus profondément, se trouve la peur du succès, parce que le succès apporte visibilité, responsabilité, attente. Et surtout, le succès exige que nous abandonnions le récit confortable de quelqu'un qui pourrait être, pour devenir quelqu'un qui est effectivement. Considérez aussi comment votre identité s'est formée par rapport aux autres. Beaucoup de personnes se définissent par opposition. Je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère, je ne veux pas être comme mon patron. Mais se définir en niant, c'est encore être prisonnier de ce qu'on nie. La vraie libération vient quand nous pouvons nous définir affirmativement, par qui nous choisissons d'être, non par qui nous évitons d'être. Nous ne sommes pas des îles. Les schémas que nous répétons n'existent pas seulement en nous, ils sont aussi façonnés par la société et la culture dans lesquelles nous vivons. Notre culture valorise le succès immédiat et craint l'échec. Nous sommes éduqués pour éviter les erreurs à tout prix, au lieu de les voir comme une partie essentielle de l'apprentissage. Combien de fois avez-vous évité d'essayer quelque chose de nouveau par peur du jugement des autres? Nos familles nous transmettent également des scripts invisibles sur ce qu'il est acceptable de ressentir, d'exprimer et de rechercher. Souvent, ce que nous évitons d'affronter n'est pas seulement le nôtre, ce sont des schémas intergénérationnels que nous portons sans même nous en rendre compte. Le psychologue social Solomon Asch a démontré dans ses célèbres expériences à quel point nous sommes profondément influencés par la conformité sociale. Même quand nous savons que quelque chose est faux, la pression pour nous adapter peut être écrasante. Dans la culture occidentale contemporaine, il existe un impératif de bonheur constant qui rend difficile la confrontation avec des émotions comme la tristesse, la colère et la peur. Nous médicamentons rapidement tout écart par rapport à l'état de bien-être, comme si ressentir le spectre complet des émotions humaines était une pathologie. Cela crée des générations de personnes qui évitent le contact authentique avec leurs propres émotions. Il y a aussi des scripts culturels sur ce qui constitue le succès, généralement associé aux possessions matérielles, au statut, à certains types de relations. Combien de personnes vivent en évitant la question « Est-ce que je veux vraiment ce que j'ai été programmé à vouloir ?» Pensez à la façon dont votre culture ou votre famille gère les conflits. Dans certaines familles, les conflits sont évités à tout prix, créant un modèle de communication superficielle. Dans d'autres, les conflits sont escaladés à l'extrême, mais jamais vraiment résolus. Comment cela a-t-il façonné votre propre façon de gérer les divergences? Ou considérez les messages que vous avez reçus sur l'expression émotionnelle. Les garçons ne pleurent pas. Les femmes doivent toujours être agréables. Ne montrez jamais de colère. Ne faites confiance à personne. Ces messages, absorbés dans l'enfance, deviennent des lentilles à travers lesquelles nous voyons le monde et nous-mêmes, souvent sans réaliser que nous portons ces lentilles. Reconnaître ces influences n'est pas une façon de se déresponsabiliser, mais plutôt d'acquérir de la clarté sur les forces plus grandes qui façonnent nos choix individuels. La vraie libération commence quand nous pouvons discerner quelles valeurs sont authentiquement les nôtres et lesquelles ont été simplement absorbées de notre environnement. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser combien de nos vérités personnelles sont, en réalité, des constructions culturelles que nous pouvons questionner, si nécessaire, abandonner. Peut-être que ce que vous évitez d'affronter est précisément cette autonomie, la responsabilité de définir vos propres valeurs, indépendamment de ce que votre culture considère comme acceptable ou désirable. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent. Il n'a jamais été aussi facile d'éviter la confrontation avec nos questions les plus profondes. Il suffit d'un clic pour nous perdre dans un flux interminable de contenu, gardant notre esprit constamment occupé, mais rarement engagé avec ce qui compte vraiment. Alors, comment pouvons-nous commencer à affronter ce que nous avons évité? La première étape est la conscience. Observez vos schémas sans jugement. Quelles situations évitez-vous constamment? Quelles émotions sont difficiles à supporter? Quels rêves abandonnez-vous avant même d'essayer? Quels sujets vous font changer de sujet, vous distraire avec votre téléphone, ou soudainement vous rappeler un engagement urgent? Essayez de remarquer, sans autopunition, les stratégies que vous utilisez pour éviter l'inconfort. Peut-être est-ce le perfectionnisme, si je ne peux pas faire quelque chose parfaitement, mieux vaut ne pas commencer.
Ou peut-être est-ce le report perpétuel, je vais affronter cela quand je serai mieux préparé, plus stable, plus sûr. Ou encore l'intellectualisation, analyser continuellement un problème sans jamais agir à ce sujet. Un exercice précieux est de se demander, si je n'avais pas peur, que ferais-je différemment? Ou, quelle conversation difficile ai-je évité d'avoir? Ou encore, quelle décision importante ai-je reportée? Les réponses pointent souvent directement vers ce que vous évitez d'affronter. La deuxième étape est l'acceptation compatissante. Il ne s'agit pas de vous condamner pour vos évitements, mais de reconnaître qu'ils ont servi un objectif, ils ont tenté de vous protéger d'une certaine façon, même si imparfaite. L'autocritique ne fait que renforcer les cycles négatifs. Vos mécanismes d'évitement ont été, à un moment donné, des stratégies de survie. Peut-être avez-vous appris à ne pas exprimer de colère parce que, dans votre enfance, c'était la seule façon de maintenir la paix à la maison. Ou appris à ne pas faire confiance aux autres parce que la confiance a mené à la trahison. Ces stratégies vous ont protégé alors, mais maintenant elles peuvent limiter votre vie. Une façon puissante de cultiver l'acceptation compatissante est d'imaginer que vous parlez à une version plus jeune de vous-même, cet enfant ou adolescent qui a développé ces schémas d'évitement. Que lui diriez-vous? Comment le réconforteriez-vous? Quelle nouvelle perspective pourriez-vous offrir? La troisième étape est l'action petite, mais constante. Il n'est pas nécessaire de tout transformer d'un coup. Commencez par vous exposer graduellement à ce que vous évitez. Chaque petit acte de courage reconfigure vos circuits neuronaux et élargit votre zone de confort. Si vous avez évité les conflits, commencez par exprimer un petit désaccord dans un environnement sûr. Si vous avez peur du rejet, faites une invitation qui implique la possibilité d'un non. Si vous procrastinez sur des projets créatifs, engagez-vous à seulement 5 minutes de travail par jour. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas d'éliminer l'inconfort, mais de développer la capacité d'agir même en sa présence. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. Et peut-être le plus important, trouver du soutien. Nous n'avons pas besoin de faire ce voyage seul. Un ami de confiance, un thérapeute, une communauté, tous peuvent offrir le miroir nécessaire pour nous voir nous-mêmes avec plus de clarté et de compassion. Il existe une vulnérabilité transformatrice dans le partage de ce que nous avons évité. Quand nous disons nos vérités à haute voix, à quelqu'un qui nous écoute avec présence et sans jugement, quelque chose de magique se produit. Ce qui semblait immense et incontrôlable commence à prendre des proportions gérables. Ce qui semblait singulier et isolant se révèle étonnamment universel. Comme le disait la philosophe Simone de Beauvoir, on ne naît pas courageux, on le devient. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir même en sa présence. Laissez-moi partager une dernière réflexion. Ce que nous évitons d'affronter ne disparaît pas. Cela grandit en taille et en pouvoir. Comme une ombre qui s'allonge au coucher du soleil, plus nous essayons de la fuir, plus elle devient grande. Mais quand nous nous retournons enfin pour la regarder en face, nous découvrons qu'elle était plus petite qu'elle ne paraissait. Alors, qu'évitez-vous d'affronter? Quelle vérité sur vous-même ou sur votre vie avez-vous reléguée aux ombres? Peut-être est-ce l'acceptation qu'une relation est terminée, ou la reconnaissance que le chemin professionnel que vous avez choisi n'est pas aligné avec qui vous êtes vraiment. Peut-être est-ce le deuil de quelque chose que vous avez perdu, ou la peur d'assumer votre propre grandeur. Une des façons les plus puissantes d'identifier ce que nous évitons est d'observer où va notre esprit quand il est inoccupé. Ces pensées qui surgissent dans les moments de silence, qui nous font chercher immédiatement une distraction. Que essaie-t-elle de nous dire? Un autre indice précieux sont nos rêves récurrents. Freud appelait les rêves la voie royale vers l'inconscient. Quels thèmes, personnes ou situations apparaissent répétitivement dans vos rêves? Quelles émotions évoquent-ils? Ces images nocturnes pointent souvent vers ce que nous évitons pendant la journée. Notre langage corporel révèle aussi beaucoup. Dans quelle situation votre corps se tend-il? Quand votre respiration change-t-elle? Quand ressentez-vous ce nœud à l'estomac ou cette pression dans la poitrine? Votre corps essaie toujours de communiquer avec vous, si vous êtes disposé à écouter. Peut-être que la question la plus importante n'est pas pourquoi est-ce que j'évite, mais qui pourrais-je devenir si je décidais d'affronter? Imaginez-vous dans 5 ans. Dans un scénario, vous continuez d'éviter ce que vous craignez aujourd'hui de confronter. Dans l'autre, vous avez trouvé le courage d'affronter. Quelle différence cela ferait-il dans votre vie? Dans vos relations? Dans votre sensation de paix intérieure? La vie est trop brève pour la vivre en fuyant. Chaque moment que nous passons à éviter est un moment que nous pourrions vivre pleinement. Souvenez-vous, ce n'est pas le problème en soi qui détermine la qualité de notre vie, mais notre relation avec lui. Ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous embrassons se transforme.
Parfois, l'acte même de se retourner et d'affronter ce que nous craignons est déjà, en soi, la solution que nous cherchions. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite à partager dans les commentaires. Quel est le schéma que vous êtes prêt à commencer à confronter? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui font face à des défis similaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions sur la psychologie, la philosophie et l'art difficile d'être humain. À la prochaine rencontre, et rappelez-vous, ce que vous avez le courage d'affronter perd progressivement le pouvoir de contrôler votre vie.